Merci beaucoup pour vos questions. C'est vrai qu'il reste très peu de temps. Alors moi je vous propose le schéma suivant. Je vais peut-être parler pendant une demi-heure, encore supporter ça, c'est saturation positive, puis il y aura une dizaine de minutes pour échanger. D'abord je voudrais remercier Pierre de m'avoir invité. Je sais que derrière ça, voilà, je voulais remercier Pierre de m'avoir invité. Puis il y a eu aussi un compagnonnage amical et intellectuel entre nous, puisque tu m'as échangé des documents, etc. Donc il m'a fourni quelques repères. Associé dans ces remerciements Serge Blanchard, et puis Rémi Guerrier, parce qu'en fait tu présides nos destinées Gréau depuis une vingtaine d'années, c'est pas banal. Et il y a une communauté, je dirais pas de pensée, ça veut dire au sens où on est d'accord sur tout, mais il y a vraiment un cheminement co-construit auquel je suis sensible parce que nos intérêts sont différents. Et voilà, je suis un compagnon de route, au sens pas seulement collègue et ami, mais il y a aussi un compagnonnage dans l'existence. Et donc je pense que ce supplément d'âme, voilà, qui fait qu'on est ici gratuitement, parce que voilà, ça ne va pas alimenter notre CV, notre paye, etc. Il y a une forme de gratuité, de don et de contre-don auquel je suis particulièrement sensible. Alors moi, actuellement, ce qui me préoccupe, c'est... Bon, en gros, j'ai travaillé j'ai essayé de calculer, pourtant je ne suis pas homme de calcul, mais j'ai essayé de voir un peu combien d'heures j'ai consacré à la question de l'orientation, au sens large du terme. En gros, 100 000 heures. Alors je me suis dit, tout ça, pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est sans dire qu'est-ce que je transmets. Et il se fait qu'en étant professeur d'université, on peut demander, c'est pas une obligation, d'être professeur émérite. Et pour moi, professeur émérite, c'est pas un statut honoraire, c'est une exigence éthique. C'est-à-dire que c'est un temps très particulier, on est un temps en retraite, on est pensionné, notre carrière est achevée, mais on est dans une sorte d'entre-deux, où on garde nos réseaux, une partie de nos réseaux, on continue d'être conférencier, on est associé à nos laboratoires, etc., on donne des conférences, etc. Et en même temps, on est préoccupé peut-être par un souci de transmission auquel vous avez été sensible tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, en gros, on fait un peu notre legs professionnel. Et depuis quelques années, j'essaie de voir comment, dans ce que j'ai fait, notamment dans mon dernier tiers de carrière, et là je suis influencé notamment par Jacques Limol, en quoi mon dernier tiers de carrière, est-ce que j'y consacre maintenant jusqu'à mon éméritage, je suis déjà à la moitié, ça va très vite, je suis à la retraite depuis début 2015. Hein. Bon, qu'est-ce qui fait l'essentiel dans ce que j'ai pu dire, faire, transmettre et écrire? En gros c'est ça. Et en fait, si vous voulez, je vais vous résumer ça d'une phrase, quoi. C'est que je suis profondément habité, et que peut-être de plus en plus, à fur et à mesure que j'avance en âge, hein, bon, par l'idée que ça vaut la peine de parier sur l'idée d'orientation. Je trouve que l'orientation, c'est une très belle idée. Je suis marqué par Jacques Delors, hein. Un trésor caché dedans. Oui, c'est le titre d'un de ses bouquins. Dans l'orientation, un trésor est caché dedans. Et en France en particulier, je défends cette idée-là, en France en particulier, c'est une passion française. La France, c'est plein de choses. Hein. Bon, c'est Johnny, bon d'accord, c'est le paquebot France, c'est des chansons, mais c'est une passion sur la question d'orientation. Nous sommes tous des théologiens, protestants, catholiques, tout ce que vous voulez, orthodoxes, nous sommes des théologiens, c'est-à-dire nous construisons des doctrines sur l'orientation. Il y a une excellence française d'orientation sur laquelle nos voisins, belges, suisses, ne comprennent pas toujours grand-chose. Hein. C'est une érudition pas possible, comme disait Jeanne aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est la culture française, quoi. Et ça, on ne pourra jamais nous l'arracher parce que ça constitue notre vie ensemble. D'abord, ça contribue à la constitution de la laïcité. On ne l'a pas évoqué, mais sur cette question-là, il y a des enjeux en termes de laïcité, de spiritualité. On a parlé tout à l'heure j'avais la traite, de solennité, etc. Donc il y a vraiment des conceptions de l'homme, des conceptions de la société, des conceptions aussi du rapport entre l'homme et la société. C'est-à-dire, pour certains, tout doit être autour de l'individu, le sujet, on l'a très bien dit. Pour d'autres, non. L'individu, il doit être au service d'une société, parce que c'est la société qui lui donne une transcendance, le sens de sa vie. D'autres sont entre les deux. C'est pas forcément en même temps, hein, au sens macronien du terme. C'est une tension qui peut être vécue de manière dramatique ou tragique. Vous voyez, voilà, derrière ça, il y a des postures de théologiens. Et pour moi, la première science de l'homme sur l'orientation, évidemment, c'est la théologie, qui au Moyen-Âge était la reine des sciences. Alors je n'oublie pas, ça a été dit tout à l'heure, que la philosophie a alimenté beaucoup de choses, et en fait on retraduit dans les termes du XXe siècle, on est tous finalement fabriqués par le XXe siècle, en gros, hein, nos cadres mentaux, je sais qui étaient plus jeunes ici, mais en gros, nous sommes des gens qui avons travaillé pour l'essentiel, nous sommes nés et nous avons travaillé pour l'essentiel dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc nous sommes marqués par une culture, par des débats, par un contexte national, politique, géopolitique important, et tout ça, ça constitue voilà, les caractéristiques franco-françaises du débat sur l'orientation.
Alors je voudrais rebondir très rapidement sur les deux exposés, parce que ce serait d'abord une politesse, parce que ces deux exposés ont été riches avec des ancrages très différents. Sur le premier exposé, je trouve qu'il serait très intéressant de se demander, là c'est une perspective pour la recherche, quelles sont les caractéristiques sociales des psychologues scolaires qui émergent de la population des instituteurs, c'est-à-dire quelles sont les origines sociales, alors par profession des parents, mais aussi le choix du conjoint. Parce que des origines sociales, c'est à un moment donné, moi je peux vous dire, je suis né fils et petit-fils de menuisier, ça c'est une partie de mon identité, mais je pourrais vous dire toute autre chose, qui fait que je suis un héritier plus qu'un héritier. Et bien il y a les deux en moi. Et c'est peut-être pas hasard que Pierre, qui me connaît bien, qui a l'esprit très subtil, me dit, bah Francis, tu vas te mettre sur le bus. Cette convocation-là n'est pas anodine. C'est-à-dire, t'as perçu en fait que... Enfin, voilà, bon. Alors, le rapport homme-femme aussi, le rapport homme-femme chez les instituteurs et le rapport homme-femme chez les psychologues scolaires. Bon. À quel moment on bifurque? Est-ce qu'on bifurque dans la première moitié de carrière, dans la seconde moitié de carrière ou dans la troisième moitié de carrière? C'est pas anodin. Bon. Le rapport de la psychanalyse, il a été à peine ébauché, mais quand même François Solto a fait une conférence, pas beaucoup plus ici. M'a-t-on dit, elle a été enregistrée, l'enregistrement n'est pas beaucoup de traces. Bon. Dans le binocle que j'ai recensé pour ma thèse de 85, j'ai recensé tous les numéros, tous les articles, tout ce que vous voulez. J'ai trouvé un seul article sur vocation et névrose de Pierre Mal. Il n'y a pas eu vraiment le débat, me semble-t-il, dans le binocle OSP jusqu'aux années 80, où j'ai fait un recensement exhaustif, sur l'apport de la psychanalyse, parce que Freud est mort en 1939, bon, il est quand même connu sur la scène internationale, bon. Donc ça, à mon avis, c'est un débat. Sur le féminin caché, je suis tout à fait d'accord. Je veux vous dire que j'étais un lecteur de Simone de Beauvoir, parce qu'au départ j'étais étudiant en philo, je ne pouvais pas connaître. Bon. Et j'ai quand même été traversé, pour ma génération, je suis né en 53, je ne vous cache rien, par la révolution féministe. Bon. Ben, j'étais quand même il y avait un trouble dans mon identité de chercheur, historien du mouvement d'orientation, en faisant quasiment l'impasse sur le féminin dans cette affaire, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est grâce à des confidences, notamment de Rémi Guerrier et autres, que j'ai découvert que Madame H. Pierron, son prénom c'était Mathilde. Et j'ai découvert ça sur le tard. Mathilde, j'ai trouvé que c'était un très beau prénom, et j'ai donné ce prénom à ma dernière fille, vous voyez, pour payer en quelque sorte une dette. Hein. Donc l'historien, il est tributaire des archives, et même s'il est habité par le fait que tout commence par une femme, sa mère, eh ben, il fait une histoire de mec parce que les archives sont produites par les mecs. Enfin, bon, je caricature, hein. Mais c'est un élément du débat. Et aujourd'hui, on voit plus du tout les choses comme ça. Plus du tout. Et donc, je pense qu'il y a un problème de retraduction, de reconvocation, les absents, etc. En sachant que le genre féminin, c'est pas une minorité, hein, même si c'est une minorité dans les archives. Alors, sur cette affaire, instituteur, psychologue scolaire, c'est très intéressant. Et là, j'anticipe un peu sur mon sujet. C'est que cette rivalité mimétique, c'est-à-dire on se compare d'autant plus, on se jalouse d'autant plus, qu'on a finalement les mêmes fondamentaux. On regarde toujours, on désire toujours la femme du voisin. On va pas voir la femme qui à 1000 km, elle n'est pas accessible. On va voir toujours le jardin d'à côté. Et donc la rivalité mimétique, René Girard a beaucoup travaillé là-dessus, ça peut expliquer les débats parfois très érudits entre psychologues scolaires, instituteurs et professionnels du bus. Et on n'arrête pas pendant une dizaine d'années de faire des circulaires qui coordonnent, mais à force de coordonner, vous vous demandez vraiment s'il y a une volonté de coordination. Donc c'est l'administration qui coordonne, mais sur le terrain, on s'ignore, on se jalouse, on se méprise. Il ne faut jamais oublier que la France est un pays de privilèges, de corporations, que nous sommes pendant ces années-là sous l'égide d'ordres d'enseignement. Il y a le supérieur, il y a le secondaire, il y a le primaire professionnel, il y a le privé, il y a le public. Hein, bon. Tout ça, il y a des lignes de force. Et donc ça se joue à travers des éléments de dignité, de corporation. Qu'est-ce qui est digne, qu'est-ce qui n'est pas digne. Et puis, vous considérez que les enseignants supérieurs sont supérieurs, mais détrompez-vous, vous avez une hiérarchie extraordinaire à l'intérieur du monde supérieur, entre les philosophes et quelle philosophie, entre les psychologues plus récents, etc. Il faut pénétrer le monde de l'enseignement supérieur pour découvrir qu'il est immensément hiérarchisé. Un petit exemple anecdotique. J'ai découvert, il y a quelques mois, qu'il y avait un collègue que j'avais fréquenté pendant des dizaines d'années, sans lui dire bonjour, parce que bon, ouais, c'est anonyme, hein, bon, etc. Et puis il s'intéressait, c'est Pierre Macheret. Pierre Macheret a écrit un ouvrage vraiment très érudit sur la question de l'orientation. On a le même employeur, on a fréquenté les mêmes couloirs pendant une dizaine d'années, et on commence simplement à engager une discussion, parce que, voilà, bon. Donc, si vous voulez, tout ça, il y a des hiérarchies d'honneur et de déshonneur, de mobilité ascendante, de déclassement aussi social, et ça bouge selon les époques. Et donc, la rigueur de
de Pierre qui nous invite vraiment à réfléchir dans des conjonctures intellectuelles bien caractérisées, je trouve que ça c'est important. Mais en même temps, je crois qu'il est bon d'avoir des visions globales. Je pense que le travail que tu as fait est extraordinaire. Il participe vraiment de la construction d'une biographie d'Antoine Léon et le mériter pour plein de raisons, sur un plan humain, social, pédagogique, etc. Et ça n'empêche pas des perspectives plus larges. Alors, dernière chose sur le premier exposé, c'est la place de la philo par rapport à la psycho. Moi, j'ai été marqué par un article de Paul Fraisse, qui est le père de Geneviève Fraisse, mais même pas Geneviève, on lui rappelle que son père c'était Paul Fraisse, voilà. Même pas trop, j'ai remarqué, bon voilà. Mais il y a un article qui montre qu'il y avait 3 psychologies. Une psychologie naturelle, c'est-à-dire tout le monde voilà, a une intuition de lui-même, de son environnement. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est la psychologie de la concierge ou du concierge. Mais il y a une psychologie naturelle qui fait qu'on s'oriente dans l'existence, même si on n'est pas érudit psycho. Après, il y a la psychologie des philosophes, là c'est compliqué, parce qu'il y a plusieurs courants en philosophie. Et puis il y a ce que pense le ministère, il y a les instructions pour l'agrégation, le CAPES, ça change. Et puis après, il y a ce que chaque prof fait dans sa classe une fois qu'il a fermé sa porte. Voilà. Et donc, il y a des écoles, il y a des générations qui s'entrecroisent. Donc, alors, probablement, sous la Troisième République, la pensée d'Alain est fondamentale. Lisez éléments de philosophie, ça va marquer. Il y a une critique de la psychologie des tests et un éloge de la théorie des vocations. Et Alain était quand même un philosophe qui a beaucoup marqué. Mais vous pourrez me dire, on peut lire aussi personne. Hein. Donc la psychologie des philosophes enseignée à l'école normale, qui n'est pas la psychologie des philosophes enseignés dans les UFR de philo, ça c'est un élément débat. Et puis ajouter Paul Fraisse, il y a une psychologie scientifique, et puis là, on voit aujourd'hui que le débat est ouvert. Donc je crois que ça c'est un élément important. Sur le deuxième exposé, très érudit, bon, il y a beaucoup de choses qui nous sont communes, hein, je ne vais pas développer parce que je sais que nous sommes des collègues les uns les autres. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est pour l'essentiel, c'est un débat franco-français, avec les nuances qu'a apporté Michel Hulot. C'est un débat franco-français dans le dur, hein, quand on rentre dans le dur. C'est un débat franco-français, en gros, ça joue à quelques centaines de mètres. Hein, parce que moi qui suis un provincial, à l'Europe de Lille qui a été construit en 59, ces débats-là, c'est des débats qui étaient à des années-lumière. C'était Paris, c'était les grands intellectuels. Nous, on était les besogneux en province pour construire les instituts régionaux. Et alors Paris, enfin Lille, c'est pas tout à fait Lyon, c'est pas Marseille, etc. Il y a aussi des sensibilités. Parce qu'on est à Lille, on est sous la commande de Paris. Parce que les recteurs vont voir ce qui se passe à Paris. On est terrain d'expérimentation pour les nouvelles procédures d'orientation, etc. Donc quand on est à Lillois, on est sous le regard de Paris. C'est moins vrai quand on est lyonnais, hein. C'est moins vrai quand on est marseillais, etc. Donc il faudrait faire une histoire régionaliste, je pourrais dire, de l'orientation. Alors, oui, je pense vraiment qu'il y a une révolution conceptuelle, enfin bon, qui est source d'une nouvelle science, qui est les sciences de l'éducation. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que Antoine Léon deviendra professeur en sciences d'éducation. Et de ce point de vue-là, il y a... bon, alors on peut situer dans ce débat qu'il n'y a pas un écho de Pierre Naville, parce que pour moi, Pierre Naville, c'est quand même l'un des ouvrages les plus fondamentaux au milieu du XXe siècle. C'est l'ouvrage de 45, et il avait besoin de rééditer en version augmentée, tout ça préface, en 72. Voilà. Ça m'étonne aussi qu'il n'y ait pas des relais avec Roger Gall, parce que pour moi, je me sens un peu héritier de Roger Gall. Vous savez, je suis membre du CUIP, hein, du Centre universitaire d'information pédagogique. Roger Gall, Gustave Monod, l'éducation nouvelle, les méthodes actives, tout ça, on l'a dit. Mais Roger Gall, c'est extraordinaire. Pour lui, pour l'orientation, c'est pas de la civilisation, il faut pas mieux faire, il y a tout qui... il montre comment, dans l'orientation, à travers l'étymologie, vous convoquez madame, il y a une dimension profondément existentielle. Alors là, évidemment, on regarde du côté de Sartre, hein, mais Sartre, il est chez nous, il pourrait s'installer là. L'existentialisme et l'humanisme, ça tombe complètement dans notre fonds de commerce. Et donc, tous les débats autour de la phénoménologie de la conscience et tout ce qu'a généré Sartre, parce qu'il y a plusieurs Sartre dans Sartre, hein, bon. Donc, mais notamment cette conférence de l'existentialisme et de l'humanisme, ça a influencé, je pense, des générations. Alors, ça veut dire que tout le monde l'a lu, hein, mais il y avait des devises, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux exposés. Alors, je vais respecter le contrat. Pourquoi le bus? Alors en fait, sur le bus, moi je trouve que c'est intéressant de travailler sur le bus digital. Je sais qu'il y a des jeunes ici. Alors, moi je voudrais vraiment faire une fiche de route. Faire une fiche de route pour un jeune. Hein, voilà, donc il faut s'intéresser à tous les âges de la vie. Hein. Mais il y a des gens qui sont convaincus qu'on peut faire une thèse
En sciences de l'éducation, par exemple, je ne sais pas si ça a été fait sur le bus. Voilà. Alors le bus, c'est 1932 à 1970, c'est vrai qu'il a voulu réduire à 60, mais alors, où sont les archives? Elles sont pour l'essentiel aux archives nationales. Et si vous lisez l'article que j'ai pu faire dans l'OSP, alors je vous donne les références, hein. C'est l'OSP 1990, 19, numéro 1, page 5 à 23. Là, à partir d'un travail, alors c'est vrai que je me suis appuyé sur le bus ANI, c'est-à-dire quand j'ai fait ma thèse sur l'histoire des services d'orientation à l'Académie de Lille de 1922 à 1980, bien entendu, j'ai touché un peu à la psychologie scolaire, je me suis surtout centré sur l'identité du conseiller. Parce que dans une thèse, regardez le titre, mais surtout regardez le sous-titre, parce que le sous-titre, c'est un peu le fait de désir. Alors, je voulais travailler sur l'identité professionnelle du conseiller d'orientation, et j'avais esquissé un titre un peu Crozier, Michel Crozier. J'avais dit le conseiller d'orientation, un nouvel acteur institutionnel dans le système éducatif. Je voulais essayer de réfléchir sur l'identité qu'on fait. Pourquoi? Parce que j'en étais un. Parce que je venais dans de la philosophie, voilà, je rentrais dans l'école comme conseiller d'orientation, et mon problème, c'était un problème d'identité au travail. Ceux sur lesquels a travaillé après Claude Dubar, hein, les identités au travail. Et donc ma thèse visait à réduire, ou à trouver des éléments de compréhension sur qu'est-ce que c'est quand on a été étudiant en philo, qu'on ne passe pas la grève. Alors on me l'avait suggéré, mais vous avez réussi le grec, je dis non, et j'ai bifurqué à la faveur notamment de Jean Guichard, qui était présenté comme un modèle de réussite quand on ne fait pas l'agrégation de philo. Enfin, bon, voilà. Il y avait l'idée que... Et on nous préparait à réussir à un concours où l'évaluation cachée, parce que ce n'était pas dit dans les textes, l'évaluation cachée serait sur les épreuves de psycho. Et là, un certain Claude Dubar, à Lille 3, a regroupé des étudiants en philo qui se destinaient à la carrière de conseiller d'orientation. Claude Dubar, c'est une certaine Grubar, c'est une certaine aussi psychologie. Alors, dans mon article du bus, en fait, j'essaye de montrer que, on a là un code d'école tout à fait intéressant. Le titre, le bus, c'est quoi, hein? C'est un bureau. Vous voyez, le terme est un peu minimaliste. Hein? Aujourd'hui, on dirait une agence. S'il y avait un conseiller en communication, il ne dirait pas bureau, il dirait agence. Oui, aujourd'hui, agence. Là, c'est bureau, vous voyez déjà une organisation administrative. Universitaire. Universitaire, c'est pas enseignement supérieur. C'est universitaire. De statistiques, alors le mot statistique est au cœur de notre souci. Hein. Alors tout d'un coup, pourquoi les statistiques arrivent dans cette affaire, hein? Et pourquoi elles arrivent dans le bac et après? Parce que je vous rappelle, le bac, c'est quand même le premier diplôme d'enseignement supérieur. Alors Alfred Rosier est la figure emblématique, parce qu'il a effectivement gouverné, bon, mais il n'est pas la seule. Hein. Il y a Simone Jean-Moulin, qui est la référence féminin pour la psychologie, et la division du travail. Hein. La référence en matière que j'ai pu interroger d'ailleurs, parce qu'il a une vie très longue, et donc j'ai pu bénéficier de son expérience, son audition, etc. Mémoire et modernité, j'ai essayé de montrer que, d'une certaine manière, ça a disparu. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un pays catholique, hein, donc on croit à la mort et aux résurrections. Derrière un cadavre, on cherche toujours vous voyez, la possibilité de le ressusciter d'une façon ou d'une autre. Alors ce qui m'a paru intéressant, c'est que je ne suis pas un institutionnaliste, hein, parce qu'un institutionnaliste type Dominique Houcard, il pourrait passer ça à la moulinette institutionnaliste. Et là, on a là une institution qui démarre, qui concurrence par certains aspects l'orientation professionnelle, qui émerge sur des bases très différentes dans le système scolaire, c'est-à-dire ce n'est pas l'orientation publique au sens professionnel, au sens enseignement primaire, au sens laïque, c'est-à-dire à visée populaire. Hein. C'est une orientation, on va dire, clairement bourgeoise, parce que c'est un petit pourcentage dans les statistiques, un petit pourcentage, c'est 2-3% au départ, de gens qui se destinent au baccalauréat et après, mais ces gens-là ne passent pas par le primaire, ils ne fréquentent pas les langues, ils passent par le petit lycée, c'est-à-dire dès le petit lycée, 11e, 10e, on a l'horizon du baccalauréat comme, si vous voulez, marchepied pour les carrières libérales, hein, médecin, avocat, etc. Et ça, on a là une structuration de l'enseignement supérieur dans les universités, et ça reste aujourd'hui. Mon université va fusionner le 1er janvier 2018. C'est-à-dire qu'on va essayer de marier la carte et le lapin, c'est-à-dire l'université qui aujourd'hui est l'une des plus populaires de France. Excusez-moi, la mienne, j'adore. Féminine, exclusivement centrée sur les lettres. Et les langues. Mais alors, c'était le haut du pavé il y a un siècle, mais aujourd'hui, c'est une université qui se professionnalise à une vitesse lente
et qui est vraiment marginalisé sur le marché des cadres. Face à ça, on a l'université de Lille 1 qui a porté des gens comme Bourdieu et bien d'autres, qui aujourd'hui, paradoxalement, passe alliance avec la dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire vous avez des entreprises qui cohabitent avec les universitaires et qui décrochent des palmarès internationaux. Et puis vous avez l'université Lille 2, droit et santé, qui incarne une autre posture universitaire. Et donc, c'est une fusion sous contrainte, parce que moi j'ai fait partie du conseil d'administration, j'ai même participé à une campagne de présidence à l'université. Soyez candidat à la présidence de l'université, vous apprendrez plein de choses, c'est un leader extraordinaire. Même si vous n'êtes pas élu, l'essentiel c'est de comprendre. C'est notamment pour ceux qui font Sciences Po. Et voilà, c'est-à-dire que c'est structuré par des ordres, par des hiérarchies de dignité et de valeur. Et aujourd'hui, comme vous le disiez à table, M. Luto, les choses sont beaucoup plus masquées, elles sont plus égalitaires, il y a une dynamique en apparence commune, mais si vous voulez, les codes sont pour moi aussi efficaces et d'une certaine manière aussi discriminants, par le jeu des disciplines, des reconversions, etc., etc. Alors ce que j'essaie de faire, alors je cite Bourdieu, au tout début de mon article, je cite Bourdieu au mot académiste. On pourrait penser que vient faire Bourdieu dans cette affaire, et bien je le cite, les éditions Minuit, 1984, page 218, il faudrait aussi, dit Bourdieu, prendre en compte dans l'analyse de ce processus de transformation de la vision de l'avenir, le rôle des institutions. Et là, vraiment, je suis intéressé à une institution, le BUS, chargée de produire des représentations savantes du monde social. Et le BUS a produit des représentations savantes du monde social. Il y a des statistiques, il y a des modèles de compréhension de la société, par les élites, par l'environnement. Comme les instituts officiels et officieux de statistiques, alors là, ils nomment pas, c'est très habile de ne pas nommer. Évidemment, dans cette parenthèse, il y a le BUS. Bourdieu ne pouvait pas ne pas connaître le BUS, même s'il n'en parle pas explicitement. Il aurait pu faire une note de bas de page, mais peu importe. Et de manipuler en conséquence les représentations de l'avenir, j'ai du Guichard là, de manipuler les représentations de l'avenir, susceptibles d'être escomptées, c'est-à-dire les anticipations, comme les conseillers d'orientation et plus généralement tous les agents chargés d'informer sur l'avenir des titres et des postes. Donc là, on a un certain segment du marché du travail qui n'est pas du tout celui qu'on a identifié tout à l'heure à travers l'apprentissage, etc., etc. Donc ça, c'est un élément important. Alors qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai essayé de montrer sur quel fond d'archives je travaillais. Donc, page 6, je décris, donc ça vous permettra rapidement d'avoir accès aux archives, même si elles ont déménagé depuis. Bon. La naissance du BUS, comment ça démarre? Avant 1933, dans le contexte des guerres est fondamental. Nous sommes, voilà, on est né après la Seconde Guerre mondiale, c'est fondamental. Les guerres sont des périodes d'accélération du mouvement d'orientation. C'est très vrai pour la psychométrie après la Première Guerre mondiale, mais la question de l'angoisse des élites françaises après la première, surtout après la Seconde Guerre mondiale, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les élites sont mondialisées depuis bien longtemps. Les emprunts russes, terminé. La décolonisation, les plantations de thé d'Indochine, terminé. L'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. Après 1945, l'INSEE ne met plus en statistique les rentiers. Donc vous avez là l'extermination douce, mais c'est l'extermination d'une classe sociale, les rentiers, les gens qui vivent de rente et qui alimentent notamment la dynamique du BUS. Donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment une reconfiguration des patrimoines, une recomposition des élites françaises dans un cadre européen et au-delà, à la faveur des mouvements de décolonisation. Et ça s'est opéré à travers des tragédies nationales, évidemment, mais aussi familiales. Et à mon avis, ça donne de la couleur, de la chair et du sang, si je puis dire, dans cette affaire du BUS. Donc il y a vraiment... et puis, il y a une prise de conscience. Que vont devenir nos enfants? Nous, on s'en sortira. L'idée, c'est qu'en gros, je sais, nous, on s'en sortira, on est adossés sur l'or, etc. Et que vont devenir nos enfants? N'oublions pas que, notamment en France, c'est la religion catholique qui domine. On fait beaucoup d'enfants. Donc quand vous faites beaucoup d'enfants, vous partagez le patrimoine. Et les gens anticipent, ils se disent, bon, alors le patrimoine, il va se fractionner, et il va être bouffé par l'inflation. Donc il y a une peur phobique des élites sociales à travers le destin de leurs enfants. Et donc le BUS apparaît dans ce contexte d'après-guerre. Alors, évidemment, il faudrait voir derrière ces 50 années, il y a plusieurs générations. Il y a la génération de l'entre-deux-guerres,
il y a la génération de l'immédiat après-guerre et de la phase de reconstruction, et puis il y a la génération plus récente du début du 30 Glorieuses. Ces trois générations, il faudrait les cerner à travers des histoires de vie, des récits de vie, des témoignages. Moi, j'ai frappé de voir nos collègues de la COF. Ils ont fait un numéro assez splendide sur question d'orientation numéro 2, juin 2017. Ils ont demandé à chacun d'entre nous à raconter pourquoi vous êtes devenu un jour conseiller au conseiller d'orientation. Alors il y a, je sais pas, une vingtaine de biographies. Je suis frappé que dans ces vingtaines de biographies, assez fréquemment, il y a plusieurs témoignages qui montrent que nos collègues qui se sont investis professionnellement dans les centres d'OP de l'OSP font référence au bus. Alors pas toujours en termes élogieux, disons le juge des statistiques, etc. Mais dans l'imaginaire, même quand on choisit la voie de l'orientation professionnelle, primaire, populaire, etc., on sait ce que représente le bus, parfois on l'a fréquenté, et voilà, et ça m'a frappé dans les biographies, tant c'est 2017, je renvoie vraiment à ce document qui est tout à fait intéressant. Alors, donc les crises économiques, la personnalité de Rosier, les proportions de baccalauréat, quand ça démarre en 32, 2,2%. Alors, ce que je peux te laisser comme matériau pour vous, celui ou celle ou ceux qui peut-être un jour feront une thèse sur le bus, je crois que le Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaire et professionnelle mérite une thèse. Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans ce que j'ai pu écrire? Bon, dans ma thèse de 85, vous trouvez sur une étude. Alors, quand je dis Académie de Lille, attention, Académie de Lille, c'est le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, la Somme et les Ardennes. Donc, dans ces 5 départements, j'ai analysé en détail l'articulation entre les services de la psychologie scolaire, des conseillers d'orientation professionnels, scolaires professionnels, et aussi des centres diocésains privés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et vous verrez, il y a des choses, et un petit peu l'enseignement supérieur, mais vous verrez, il y a des choses qui montrent la rivalité, ce qu'on appelle la rivalité un peu mimétique. Bon. Et bon, ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est la dimension réglementaire. En France, l'orientation est une tâche administrée. Il y a une normalité, il y a une normativité administrative. Bon, alors celui qui a fait ce travail, qui l'a poussé plus loin, c'est Caroff. D'ailleurs, Caroff, il faut lui rendre hommage. J'ai relu pour cet exposé son ouvrage de 87, que nous connaissons tous en partage ici, l'organisation de l'orientation des jeunes en France. Alors, dans Caroff, vous avez le moment de la création institutionnelle, page 87-88, le dispositif d'orientation au sein du bus, page 59 à 165, il fait un sacré boulot. Les premières initiatives, page 40. Le bus, alors moi je parle du bus en région, mais il y a le bus à Paris, qui s'appelle le Bureau universitaire d'information, qui s'appelle le BUC, un Bureau universitaire d'information dans les carrières. C'est pas un hasard de parler de profession, de métier et de carrière. La notion de carrière, c'est une notion vraiment libérale, au sens fort du terme. Donc cette notion-là est importante. Et puis, il parle des missions et de l'évolution des missions. Alors, page 204 et 205, là, Caroff fait vraiment un gros travail de recension. Les limites, il faut bien que je parle des limites, l'universitaire, ça doit pas être on aurait aimé, et Caroff ne pouvait pas tout faire, mais nos successeurs le font. Ça aurait été très intéressant d'étudier le rôle du bus pendant la période de l'occupation. Ça, vraiment, ça aurait été intéressant. De même, de voir comment le bus a été, voilà, comment il a vécu les épreuves, les événements mai 68. Parce qu'en fait, il disparaît après. Bon. Et comment ces débats ont été repérés à l'interne. Voilà. Donc ça, voilà, c'est les deux questions qu'on pourrait poser à Caroff. Mais il faut rendre hommage à Caroff, il a fait un travail important. Alors, il y a une pensée éducative du bus. Il y a une pensée éducative du bus. Alors, si vous regardez dans ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire dans mes tomes sur, vous prenez d'Anvers sur Orienté dans la vie, Thomas, alors, le Thomas, il y avait 500 mots qui quand même le socle. Et dans ces 500 mots, vous trouvez baccalauréat, c'est-à-dire en gros, vous avez une carte cognitive en fait. Si vous voulez discuter de la pensée éducative du bus, vous pouvez trouver dans mon dictionnaire déjà une carte cognitive. Vous regardez l'article baccalauréat, il y a 7 mots, c'est pas plus. Baccalauréat, lycée, université, information sur les études et les débouchés, documentation, statistique, étudiants, élite, famille, métier, carrière. À partir de là, vous faites une composition à travers mes articles, et vous avez là une base, des matériaux pour interroger la pensée éducative du bus, parce que ces mots-là sont constamment employés. Donc, que si, vous voyez, constamment employés. Et donc, ça permet d'avoir une dimension historique, qui est la condition de
d'une pensée critique, je pense. Bon. Ensuite, vous pouvez regarder aussi dans ce que j'ai pu faire, et j'ai laissé la bibliothèque, c'est les biographies. Alors, il y a deux biographies qui émergent, c'est Alfred Rossier et Simone Chamboulin. Mais qui est injuste. En région, il y a eu de grandes figures. Alors, moi, je me suis intéressé uniquement, mon travail prosopographique, c'est-à-dire aller à l'écoute des grands témoins. C'était la première urgence qu'on est historien d'un domaine, aller à la recherche des grands témoins. Donc, pendant les années 90, j'ai essayé de repérer tous ceux qui étaient contemporains du XXe siècle, nés en 1932 ou avant, et qui ont laissé une trace de leur activité. Un livre, un test, une institution, enfin, etc., etc. ou qui ont fait des bords. Et donc, je les ai interrogés. Quand j'ai pu me déplacer, bon, aussi, évidemment, je ne pouvais pas l'interviewer, mais Simone Chamboulin, c'est un bon exemple, j'ai pu l'interviewer. Alors, bon, il y a eu effectivement, à travers toi, l'interview d'Antoine Léon. Alors, donc, et j'ai fait des fiches un peu signalétiques, c'est des fiches qui sont destinées finalement à alimenter un programme de recherche. Alors, j'ai essayé de montrer dans mon habilitation à diriger des recherches, où j'ai justifié le tournant anthropologique de l'orientation, j'ai montré un peu à la manière de Wittgenstein que le mouvement international francophone d'orientation est structuré comme un jeu de cette famille, Et donc, voilà les 7 familles que j'ai repérées, mais d'une certaine manière, on les a convoquées ici, de différentes manières. Je vais vous... Voilà. Voilà. Alors, première famille, donc, vous allez me dire comment j'ai composé ces 7 familles, à partir de mes 500 fiches qui relevaient d'un travail prosopographique, c'est-à-dire aller à la rencontre des hommes et des femmes qui ont incarné le mouvement d'orientation en France. Bon, j'ai été en Belgique aussi, le Poli, etc. Mais pour le alors, la première, c'est un peu hiérarchisé, parce qu'à travail universitaire, il faut assumer ses choix. Donc, j'ai mis en un, et ça renvoie à plusieurs prises de position ici, les philosophes, les pédagogues et autres qui ont été vraiment des sources d'inspiration. Donc, ça, c'est déjà une première famille. Une deuxième famille, c'est les démographes et les économistes. On sous-estime le poids de la démographie dans l'orientation. On se compte, on gère des flux. Enfin, la question de la démographie, c'est important. Si dès le départ, on avait un monde parfait, où il y aurait finalement des places correspondant à nos talents, eh bien là, on serait des anges, Mais on n'est pas des anges. Et il y a une dramaturgie dans l'orientation, un tragique dans l'orientation. D'abord, on n'a pas demandé de vie, on n'a pas choisi notre époque, on n'a pas de mourir non plus, on n'a pas les guerres, on rencontre des événements dans notre vie. Et à partir de là, les gens, ils se bricolent une identité avec les moyens du bord. Et après, ils rationalisent parce qu'ils ont besoin de comprendre et donner sens à leur existence. C'est pour ça que quand on travaille en profondeur en biographie, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments de contradiction. Mais ces éléments de contradiction, ce n'est pas des éléments de contradiction logiques, ce sont des éléments qui s'intègrent dans l'épaisseur biographique d'un personnage qui est en relation à... Et puis c'est compliqué de débattre avec un ami. Moi, je vois bien, enfin moi je suis proche de certaines personnes, je sais bien qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais l'amitié, bon voilà, ça dépend, il y a des enjeux éthiques. Bon. Si on considère que l'amour et l'amitié est au-dessus des choses, eh bien, les enjeux idéologiques et politiques passeront après. Ça dépend aussi des convictions qu'on a. Et donc, pour certains, la politique domine tout. Tout est politique, la politique, c'est la transcendance suprême. C'est pas ma position, mais c'est une position respectable. Et il y a des gens qui donnent leur vie pour ça. Pour d'autres, à l'inverse, comme dans la vie, c'est qu'on soit. Voilà, c'est la posture éthique. Voilà. C'est-à-dire, c'est une posture éthique. Et pour ça, on risque sa peau. Et puis, vous avez tout l'arc-en-ciel. Tout l'arc-en-ciel, il y a des gens qui, voilà, en même temps, sur les conjonctures, ils composent, ils prennent en compte une responsabilité aussi. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on engage un conjoint? Est-ce qu'on a fait des enfants? Est-ce qu'on a un héritage à défendre? Enfin, il y a plein de choses qui font que dans l'orientation, c'est traversé à de multiples dimensions. Et c'est pour ça que cette épaisseur, à mon avis, est intéressante à travers la méthodologie de l'histoire et des récits. Alors, démographe et économiste, deuxième famille. Troisième famille, évidemment, c'est même écrasant, les psychologues français. Alors là, je les ai mis vraiment dans leur grande diversité, en laissant une place à la psychanalyse, en sachant que, bon, ici en particulier, c'était pas la reine des sciences, mais je dis ça sans contestation. J'accorde aussi beaucoup d'importance aux psychologues étrangers qui nous ont influencés, soit parce qu'ils ont fait une visite, ou parce qu'ils ont été traduits, ou parce que, d'une certaine manière, on les connaissait. Et dans Binocle, on voit bien que dès le départ, il y a des relations en Europe. Il y a des relations, on va voir ce qui se passe en Roumanie, en Pologne, etc. Il
et puis il y a des Polonais, enfin dans ma région quand même des Polonais ça compte. Bon, moi j'ai comme directeur Serge Kociewicz, un Polonais, et il était fier d'être Polonais, j'étais sous son autorité. Bon, voilà, voilà, on est... Bon. Alors, donc, qui va le français, les médecins et travailleurs sociaux, et là je voudrais rendre hommage à Robert Delmas, qui nous a accompagnés pendant tant de décennies, et les travailleurs sociaux, et les assistants sociaux, les travailleurs sociaux. Certains ont dit le travail du conseiller, c'est un travail de psychologue, mais aussi c'est un travail c'est un travail social. Et il y a eu parfois vraiment des rivalités très fortes. Certains disent non, c'est le travail social qui compte d'abord, parce que notre orientation elle est populaire et elle a une idée d'émancipation. Donc il faut mettre d'abord le travail social. Et d'autres disent non, notre identité, alors voilà, si on dit qu'on a un travailleur social, ben, il y a confusion des genres. Et il y a eu des débats très... Voilà. Et puis ensuite, n'oublions pas les personnalités du monde politique, syndical et associatif. En France en particulier, Charles de Gaulle, Pompidou, ils avaient tous des idées sur la question de l'orientation. Maintenant, ça se sait. Et puis j'ai fait une septième rubrique, c'est les créatifs. C'est-à-dire des gens qu'on ne va pas citer, qui ont été entre guillemets des besogneux, mais qui ont été sur le terrain, dans les localités, des figures de proue. Je pense à De Vogis, parce que j'ai travaillé avec lui, qui a initié des monographies professionnelles. Et donc, bon, voilà, on ne le voit pas dans les monographies universitaires, mais moi j'ai accompagné, j'ai vu comment il mouillait sa chemise, comme on dirait aujourd'hui, et il a laissé vraiment une empreinte dans la commune de Cambrai. Quand même, c'était à notable. Jean de Vogis, directeur d'un CIO à Cambrai, en plus j'étais tout jeune, j'étais vraiment impressionné. Bon, voilà. Et pourtant, il n'incarnait pas du tout une posture universitaire, mais alors pas du tout. Bon. Donc voilà. Donc ce jeu de cette famille, je crois que c'est important. Alors on peut catégoriser de manière très différente, hein, mais voilà. Alors les 5 dernières minutes. Alors oui, les 5 dernières minutes. Les deux textes que tu m'as proposés sont vraiment très intéressants. Alors le dialogue entre Pierre Maes et Antoine Léon, c'est intéressant. Alors voilà, je citerai qu'un paragraphe. Je citerai un paragraphe, si vous voulez, un peu d'écho. Voilà ce que dit Pierre Maes sur Antoine Léon. Et là, je m'y retrouve, c'est pour ça que je fais ce choix. En envisageant exclusivement que l'orientation purement professionnelle des enfants de 14 ans, sortant des classes de fin d'études primaires. Petite parenthèse, je suis passé par la classe de fin d'études, je le dis. Bon, Antoine Léon s'est privé, dans sa démonstration, des résultats de la longue expérience du bus, qui se poursuit depuis plus de 20 ans au niveau des adolescents terminant le cycle court ou le cycle long de l'enseignement du second degré. En effet, avec son réseau de professeurs délégués, chargés dans chaque établissement d'informer les élèves et leurs parents sur les orientations possibles, ou avec ses centres régionaux qui donnent des informations à plus de 100 000 visiteurs par an, avec ses tournées régulières de causeries d'orientation aux élèves des classes terminales de lycée et collège, avec ses publications diverses, le bus est resté fidèle à la conception éducative de l'orientation. Seuls des cas difficiles, une adaptation scolaire, choix professionnel particulièrement ardu, donnent lieu à un examen particulièrement psychotechnique dont le résultat dépasse toujours le diagnostic pour rechercher les causes de la difficulté et les remèdes les plus efficaces. Alors moi je ne ferai pas le reproche, bon ça a été comme ça pour différentes raisons, chacun joue un peu sa partie, hein, bon, voilà. Mais effectivement, l'orientation au sens du service public, elle a vocation, une vocation universelle. Elle ne doit pas uniquement, alors qu'elle prenne une option préférentielle pour les pauvres. Moi qui me réclame du catholicisme social, je les retrouve tout à fait. Mais j'insiste sur le fait qu'elle a une vocation universelle et qu'elle doit s'adresser aussi aux élites. Et il y a un combat à mener sur les élites. Parce qu'en France en particulier, les élites se reproduisent entre elles. Et on a une pensée qui montre qu'une société se reproduit à travers ses élites et qu'il y a un enjeu idéologique et politique à montrer que l'intérêt général, c'est le fait que les élites se renouvellent sur des critères élargis. Et là, on a des instruments pour alimenter un débat citoyen. C'est pas à nous de dire, voilà, quelles sont les élites qu'il faut déglacer ou promouvoir. Mais on a des outils intellectuels, on a une légitimité dans le champ de la pensée, scolaire et universitaire, pour dire, attention, sur les élites, il y a un enjeu, et on a vocation à se positionner. On est digne sur ce point-là, même si on est passé par la case, par les études primaires, apprentissage, etc. En sachant que maintenant, il y a une recomposition des champs, parce qu'à l'université, on peut devenir maintenant ingénieur par l'apprentissage, etc. Donc cette question du rapport entre la cause du peuple et les élites, je trouve que c'est inclus dans le débat du bus, et que de ce point de vue-là, c'est une entrée dans le sujet très intéressant. Alors, est-ce que le bus est mort? Là, non, moi je pense que le bus aujourd'hui continue à d'abord, il est devenu ONICEP, c'est pas rien. Il n'y aurait pas eu l'ONICEP sans les acquis du bus, et d'ailleurs quand on écoute les principaux
directeur du bus, je pense à Pascal Charvet. J'ai eu vraiment un compagnonnage amical et culturel très fort avec Pascal Charvet, il se situe dans une grande continuité, y compris culturelle et littéraire. Bon, voilà. Et donc là, il y a des enjeux. Alors on pourrait dire, là j'ai travaillé avec le fils de Lévin Sulro, qui était invité ici d'ailleurs. Voilà. Et bien, d'ailleurs, c'est Laurent Sulro, le fils de Lévin Sulro, qui m'a dit, Francis, si un jour tu parles du bus, tu présenteras cette revue, la revue Avenir, qui est une grande revue sur la question des carrières. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, quand au niveau des essuyeaux, pour une part, les essuyeaux continuent l'héritage du bus, et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, tout en dirigeant d'ailleurs, un service universitaire d'accueil, d'information et d'orientation pour les étudiants. Tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des salons, alors salons d'étudiants, sur lesquels j'ai fait un article avec Laurent Sulro sur le salon nécessaire pour l'orientation. Bon. Mais j'observe qu'aujourd'hui, d'ailleurs, que le monde se positionne sur les salons. Ça renvoie aux causeries, mais aujourd'hui dans un contexte... voilà. Mais il y a des intuitions qui sont géniales. Et j'ai terminé par cela. Parce que souvent, on a tendance à réduire un auteur en disant « oui, il n'a pas vu », comme tu dis très justement, Pierre, on ne peut pas. Voilà, il faut se mettre dans la peau. Mais parfois, un auteur, il anticipe, sans toujours être conscient, des concepts qui sont géniaux. À deux ou trois reprises, Antoine Léon parle de la plasticité. Je m'excuse, aujourd'hui, les spécialistes en neurosciences nous démontrent que la formation et l'apprentissage, c'est tout au long de la vie, y compris dans les âges avancés, d'accord, et que c'est adossé à des recherches très reconnues au niveau international sur la plasticité neurocérébrale. Bien sûr, Antoine Léon ne parle pas de neurosciences, mais ce concept de plasticité et la dimension critique de l'adaptation, parce qu'il dit oui, l'adaptation, l'être humain, le propre de l'être humain, c'est adapté. Il dit attention, l'adaptation, ça va pas être simplement une accommodation passive aux structures de l'environnement, mais le sujet, il est actif dans son adaptation. Et d'ailleurs, comme prof de sciences d'éducation, il va revenir sur ce concept d'adaptation, en disant quand on fait de la formation, attention, c'est pas pour orienter les gens de manière directive, mais il y a une construction du sujet dans son adaptation à l'environnement. Et de ce point de vue-là, Antoine Léon était porteur d'un concept qui aujourd'hui est au cœur des sciences humaines et sociales, la plasticité neuronale comme gage de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie. Je ne pouvais pas trouver une meilleure conclusion, mais bon, il y a peut-être des questions parmi les survivants de l'Assemblée. Micro. Ça m'étonne pas. Je vais parler très fort. On a cité tout à l'heure dans le même Robert. Oui, non, merci pour ton exposé, c'est très clair, etc. Bon, à part que tu n'avais dit la 7e catégorie, mais tu n'en verras. Oui, créatif, voilà, merci. Jean de Vogy, Arc-en-Bray lance des monographies professionnelles, en voyant les établissements et en pénétrant le lycée Fédélon, le lycée jeune fille, Alors, on n'a pas parlé du stage en entreprise, et on n'a pas parlé non plus. Oui. Et que je déplorais que les écoles montpelliéraines étaient extrêmement chères. Je le dis, donc réserver une élite, et j'ai tout ça au budget. Et elles se sont marchandisées. Elles se sont marchandisées, Voilà. et que donc on parlait du capital, voilà. Et ça m'énerve parce que j'aime beaucoup Madame Montessori et son travail, enfin, j'apprécie. Ma fille a travaillé dans ce qu'on appelle les PRE, c'est-à-dire les programmes de réussite éducative. Elle n'en peut plus de Madame Montessori. Je suis vachement contente pour elle. Sauf que quand on regarde les prix, les écoles, ben, c'est quand même pour une catégorie d'enfants riches. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À quelques exceptions près, l'association Montessori internationale lance des programmes dans différents pays du monde, et un de ces derniers programmes est fait avec des
les autochtones du nord de l'Australie, et qui là sont évidemment totalement gratuits pour ces populations. Ah bon, alors on est habité là-bas. Non, mais j'ai envie de dire que c'est aussi de la com. Hein. Mais c'est intéressant de comparer la postérité intellectuelle et sociale de l'héritage de Montessori et de Freinet. C'est très intéressant de voir, parce que ces deux grandes figures qui ont laissé un héritage, mais les usages sociaux de l'un et de l'autre, c'est très différent. Populaire, On n'a pas cité Freinet, parce que là aussi politiquement, avec Vallon, ça paraît un peu difficile. C'est pour ça que la place de Naville dans l'œuvre de Léon, c'est sûr que Naville, trotskiste affirmé, bon, n'était pas trop à sa place dans l'œuvre de Léon. Alors, les travaux américains, moi j'ai trouvé dans ses archives, il les avait lus, il lisait couramment, il les avait réfléchis, mais il ne les citait pas. Donc, oui. Oui. Bien sûr. Dernière chose que je voulais dire, madame, en regardant, on travaillera très bien dans ces métiers-là, on sera en nombre suffisant. Parce que je trouve que vraiment, c'est terrible. Dans le banlieue, moi je fréquente. Alors je vous parle d'un cas simple. Mon scientifique en terminale scientifique, très bon élève, pas de retard. Il a pu voir la conseillère d'orientation pendant 10 minutes. Et il m'a dit, là, sur l'ordinateur, ce sera très bien. Alors, il est revenu, il m'a dit, Mima, je croyais que c'était le dialogue. Ah, ben, je dis, oui, elle n'a pas le temps, Alors, elle a dit juste faire un petit topo, et elle est partie, elle a dit, l'ordinateur. Elle a dit, ben, je suis chez moi tout seul. Voilà. Alors, je vous dis ça, mais c'est très grave. C'est très grave. C'est une persécution. Multiplier les postes, pour la psychologue scolaire, pour l'orientation psychologue. Non, c'est considère. Et là, alors, on parle de considère, on va sur le bureau, il y a Geneviève avec ses copines, là, et je vous dis, le CEO de Geneviève est une merveille d'espace, un bel bureau, tout, mais il est vide. Parce que vous avez prévu qu'il y ait une politique consignée. Il y a une nomination, donc il y a le secrétaire, le chargé, je peux voir, et puis la directrice de temps en temps, mais qui sont entre deux communes, et puis deux conseillères qui sont là de temps en temps. Alors, quand on y va, moi je suis bien sûr, hein, je ne dis même pas qui je suis, je prends la doc, je peux rester le temps que je veux, je peux prendre du café, c'est très sympa, mais les bureaux sont vides. Et avant, on était surchargé dans un cimetière. Voilà. Alors, pour terminer sur la vie en rose, voilà. Au moment où je suis parti à la retraite en 2015, avec Pierre Roche notamment, mais beaucoup étaient présents, j'ai eu l'occasion d'animer une session pendant une semaine au château de Cerisy-la-Salle, qui depuis près d'un siècle, avant c'était les entretiens de Pontigny, qui sont devenus les sessions de Cerisy, et le thème que j'avais proposé, c'était s'orienter dans un monde de hasard. Donc pendant une semaine, on a phosphoré là-dessus. Et à partir de là, j'en ai fait un travail de relecture, de composition. Et donc voilà, ce sont les épreuves que j'ai eues ce matin. Donc ça devrait paraître d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire dans quelques jours. Le titre sera s'orienter dans un monde en mouvement. Et vous retrouverez les communications de tous ceux qui ont participé à cette journée. Notre doyenne d'honneur, c'était Denise Guyot. Voilà. Voilà. Et donc j'ai souhaité qu'un hommage lui soit rendu à cette occasion. Voilà. Et toutes les générations étaient représentées. C'est un grand moment, je pense qu'on peut le dire. Je ne voudrais pas quitter cette salle sans parler du travail du psychologue dans l'école. Ça peut être intéressant, y compris pour l'avenir. C'est un livre qui vient de sortir cette année, édité sous les auspices de la FRED, et qui décrit, alors par des vignettes, je dirais, de praticiens, et aussi à la fin les points de vue d'un certain nombre de théoriciens de la psychologie. Et si on veut justement que nos professions maintenant réunies se comprennent toujours un petit peu mieux, bon, des sessions comme celle-ci, là, ça fait bien avancer le schmilblick, mais il faut aussi que les uns et les autres, on se rapproche de nos pratiques.
Ah oui, alors ça s'appelle le travail du psychologue à l'école entre pratique et théorie. Et à la fin, c'est édité aux éditions, tu te rappelles, c'est Chronique sociale. Chronique sociale. Voilà. Voilà. Et on peut le commander auprès de la peine, hein, je pense. Voilà. Il y a un auteur collectif, non? Non, c'est des... Je voulais juste ajouter quelque chose à la fin. Donc, l'étude s'est arrêtée, tu l'as dit, donc dans les années 60. Voilà, on n'a pas évoqué la suite. Il serait utile de le faire, et il serait utile aussi de l'attraper par le travail mené par les organisations syndicales et professionnelles pour un tissage en commun, avec Jean-Claude Guillemard. Dès les années 80-85, on a travaillé ensemble sur des projets de Corunic, sur des projets de formation commune. Il y a des traces. Et donc je pense que ça aussi, ça a contribué à structurer les choses. Alors il y a le point de vue des universitaires des conceptions théoriques qui nous ont nourris, mais il y a aussi ce que les collègues et les praticiens en ont fait sur le terrain, et comment, au-delà de diversité théorique, ils ont réussi, premier degré et second degré, peut-être à travailler quand même ensemble. L'article sur le bus, c'est un peu tout sur le site UBO, sur les sites des uns et des autres, il y aura des traces qui vont bien sûr, ceux qui le souhaitent, nous donner mon article. Alors, je mettrai sur un site, ça c'est J'ai la version Roche 2 à parce qu'on n'a pas beaucoup de sur le site de Grenoble. Ah oui. Je voulais dire également un petit mot là, sur cette journée. On voit que finalement dans les apports que vous avez donnés, c'était pas simple d'arriver quand même aujourd'hui avec les contradictions d'un corps unique. Comme Catherine l'a répété, c'est vrai que Jean-Pierre Bélier, qui est parmi nous, a quand même été, je pense qu'on peut aussi le remercier sur ce travail de pouvoir réussir à nous rassembler. On voit que c'était vraiment pas simple avec la contradiction éventuellement que nous avons entre les travaux de Vallon et Pierron. Donc voilà, je voulais en même temps te rendre Jean-Pierre. Liberté de